Le changement, c'est d'abord moi. Ce n'est pas une homélie ni un slogan politique. Il s'agit du titre d'un livre qui vient de paraître et dont le vernissage a eu lieu le week-end en Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau spécial, ici au centre de la capitale mondiale du diamant industriel, l'auteur Mike Kasongo. Bonjour Mike. Bonjour cher Arsène. Très heureux de partager ce plateau avec vous et de vous recevoir. Vous êtes jeune entrepreneur, chef d'entreprise, mais vous êtes aussi connu dans les milieux de la société civile comme un jeune engagé, notamment à travers la structure Musumidi, qui y a milité depuis bien longtemps sur des questions d'éducation civique, des questions d'entrepreneuriat, et que vous avez décidé d'écrire. Tout de suite, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi écrire dans un environnement où les gens ne lisent pas? D'abord, merci pour l'opportunité de m'accorder cet espace pour exprimer la pensée derrière mon livre. Alors, pourquoi écrire dans un environnement où les gens ne lisent pas? J'aimerais tout de suite dire que les gens lisent quand même. Les gens lisent et écrire nous permet de communiquer autrement. C'est qu'on a toujours communiqué au travers de la parole, au travers des conférences, au travers des échanges directs avec les jeunes. Et écrire, ça me permet personnellement d'immortaliser aussi ma pensée et ma vision que j'ai vécue depuis des années. Donc, si j'écris, c'est pour être encore lu, mais vraiment lu au-delà des frontières, et aussi pérenniser ma pensée. Nous sommes dans un milieu où, je vous le concède, peut-être que dans l'entretemps, les habitudes ont un peu évolué, mais de manière générale, il y a d'ailleurs une pensée véhiculée depuis bien longtemps. Lorsque vous voulez cacher un trésor à un Noir, à un Africain, il vous suffit de le mettre dans un livre. Comment le public du Kasaï oriental a accueilli cette œuvre d'esprit? En tout cas, j'ai été moi-même surpris. J'ai été surpris parce que j'ai pensé un peu comme tout le monde, ou je pense comme tout le monde, qu'on est dans un environnement où on ne lit pas. Mais j'ai été surpris samedi dernier de voir autant de personnes venues pour non seulement chercher à lire, mais découvrir ce qui était derrière ma pensée ou les livres, et aussi acheter les livres. Les livres ont été achetés massivement ce jour-là. Et voilà même ce qui me permet d'affirmer que dans cet environnement-là, il y a quand même comme une nouvelle culture qui est en train de s'imposer où les gens vont commencer à lire. Donc les livres ont vraiment été accueillis par la population de la ville de Mbuji-Mayi. Alors on va parler du livre lui-même. Félicitations pour la cérémonie de vernissage. Merci. À l'université officielle de Mbuji-Mayi, tout était presque parfait. Un public impliqué et intéressé. Effectivement, vous avez fait sold out. En tout cas, merci. C'est rare de voir un livre être aussi reçu avec enthousiasme. Nous vous souhaitons qu'il soit best-seller, comme on le voit avec certains livres des grandes personnalités ailleurs. Combien d'exemplaires? Nous avons 1000 exemplaires, 1200 exemplaires. C'est suffisant pour pénétrer le public cible? Pour un lancement, oui. Pour un lancement, oui. Et nous allons voir comment il va pénétrer effectivement notre cible. Et progressivement, on va voir comment en reproduire davantage. Le changement, c'est d'abord moi. Si je ne change pas, rien ne changera. Vous adressez à qui dans ce livre? Je m'adresse vraiment à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde. C'est des jeunes en quête d'essence, en quête de développement. C'est aussi des leaders qui sont déjà affirmés et même d'autres en quête d'affirmation. C'est des vieux qui ont fait des épreuves. Donc, je m'adresse à tout le monde. Ces livres concernent vraiment tout le monde. Surtout, je m'adresse à cet homme qui a reçu une mission, qui a une vocation, qui a une vision qu'il devrait réaliser par rapport à son passage sur Terre.
Alors pourquoi le changement, c'est d'abord moi? Les changements, c'est d'abord moi parce que tout commence par moi-même. Ma vie, elle commence par moi-même. Si je voudrais voir cette vie évoluer, c'est d'abord moi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir me prendre pour me faire avancer. Même l'enfant que vous avez, vous n'êtes qu'un canal par lequel Dieu a choisi de le faire passer sur terre. Mais à un moment donné, il faut qu'il comprenne que la suite, c'est lui-même. Et c'est important qu'il les comprenne dès le plus bas âge. Pourquoi moi? Parce que moi, j'ai une mission. Le moi dont je parle a une mission. Tous nous venons de quelque part. Nous ne croyons pas en un seul Dieu, mais nous tirons origine d'une divinité quelconque. Alors, cette divinité qui nous donne d'exister nous a donné une mission que nous devons réaliser. Il faudrait que, pour qu'on puisse la réaliser, que notre existence ait une raison d'avoir eu lieu, il faudrait qu'on identifie c'est pourquoi on est là et qu'on arrive à mettre en place des actions de changement. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est d'abord moi le changement. Je suis à l'introduction parce que je considère que dès l'entrée, vous posez les bases. Oui. Et je n'ai pas eu le temps de lire et relire les livres, je les survolé. Mais comme tous ceux qui ont l'amour de la lecture savent, pour bien lire un livre, il faut lire d'abord l'introduction, ensuite la conclusion, puis revenir. C'est ce que j'ai fait avant de survoler quelques chapitres. Le premier paragraphe, il vous frappe. Toute transformation, qu'elle soit personnelle, je vous cite, familiale, sociale, citoyenne ou collective, commence par la transformation intérieure de l'individu. Aucun changement ne se produit dans le monde, dans l'environnement humain, sans avoir d'abord trouvé sa source en l'homme. Et tout changement durable est le fruit d'un homme qui est à la fois sujet et objet du changement. Qu'est-ce que l'on doit retenir de ce paragraphe qui, à mon avis, nous présente déjà plus ou moins la cartographie du livre? Effectivement, ce qu'on doit retenir, c'est ce que ce paragraphe dit. Tout commence d'abord à l'intérieur de moi avant de s'extérioriser. Ça s'extériorise par des actions qu'on pose, mais tout commence par la pensée. La pensée qu'on a, la pensée qu'on traduit par des paroles, par des actions. Et cette pensée qu'on a, ou cet intérieur d'où tout commence, est forgée par ce que nous sommes. Ce que nous sommes, qui est forgé par ce pourquoi nous sommes là. Et c'est lui qui nous fait exister. Donc c'est vraiment le résumé de cette pensée-là. Je pousse celui qui va lire le livre à comprendre d'abord qu'il faut un travail intérieur avant de compter, avoir des résultats, avant même de compter, poser des actions de changement. Alors, essayons de transposer cette assertion, c'est une affirmation forte. Essayons de la ramener dans la vie réelle. Dans les secteurs des politiques, de l'entrepreneuriat. Ça veut dire par exemple que si j'ai besoin que notre ville soit propre, il faut que moi-même je me pose la propreté en moi et autour de moi. C'est là, si on doit bien comprendre cette pensée. Effectivement, non seulement que je m'impose, c'est même une conséquence. Il faut d'abord qu'intérieurement, je définisse ce que c'est que propreté selon moi. Quand je m'assois, je pense, je réfléchis, c'est quoi propreté pour moi? Propreté, ça peut être que je vois chez les voisins propre, pas chez moi. Mais pour moi, ça peut être que propreté, c'est chez moi. J'aime pas quand je suis assis qu'il y ait des histoires autour de moi, que la table soit remplie avec des déchets, des saletés. Donc, il faut d'abord que j'arrive à changer ma pensée ou à bien comprendre, intérioriser ma pensée de la propreté ou de ce que je vais changer autour de moi. C'est avant même de pouvoir le voir autour ou le voir à l'extérieur de moi. On est en Bujumaï dans un environnement économique difficile, où la jeunesse particulièrement veut voir le changement. En termes de climat des affaires, en termes de conditions qui favorisent le développement. Et à ces jeunes-là, vous leur dites, changez d'abord avant de souhaiter le changement. Ils peuvent avoir du mal à vous comprendre. À eux, ce changement-là,
pris dans ce contexte, comment ils s'articulent? Quand vous leur dites, changez d'abord avant de vouloir que le pays change, avant de vouloir que la province change. Alors, à ces jeunes, je ne remets pas en cause le fait que le système, il est ce qu'il est, mais je responsabilise les jeunes en même temps à être prêts. Il veut que le système lui donne quelque chose. Mais si on était dans cet environnement favorable qu'il veut, qu'est-ce qu'il aurait donné? Alors, est-ce que dans la situation où il est maintenant, ces jeunes-là, il est en mesure d'avoir de la valeur, d'avoir quelque chose à donner s'il était dans cet environnement? Parce que vous allez comprendre aussi que nous réclamons beaucoup de choses alors que nous ne sommes pas prêts. Ces livres, pendant que je l'écris, je suis en communication avec des jeunes depuis beaucoup d'années et je me rends compte que beaucoup réclament des choses, ils ne sont pas prêts. Aujourd'hui, on mettra en place des entreprises publiques et même privées. On va recruter des jeunes qui veulent être recrutés. Mais vous aurez des jeunes qui n'ont pas la qualification qu'il faut. Il a un diplôme, mais il n'a pas la qualification qu'il faut et même l'éthique, les valeurs qu'il faut pour faire avancer l'entreprise. Voilà pourquoi moi je rappelle d'abord à la responsabilité, à la prise de conscience individuelle, avant qu'on ne cherche à se poser la question sur ce que l'environnement nous donne, qu'on aille d'abord dans ces questionnements intérieurs pour dire si tout était OK, qu'est-ce que je donnerais qui serait de la valeur par rapport à ma communauté. Au-delà de ça, on peut même aller dans la sphère entrepreneuriale pour parler de ceux qui doivent, de ceux qui se plaignent de l'emploi et tout. C'est la même question qu'on se poserait. OK, il n'y a pas de l'emploi, il n'y a pas du travail. Qu'est-ce que j'ai en moi que je peux faire qui peut me donner de l'emploi, qui peut me donner du travail? Vous me connaissez quand même, il y a beaucoup d'années, vous avez participé à mon parcours. Je peux vous dire tout droit ici que moi j'ai commencé à travailler sans avoir un travail. J'ai commencé à travailler. Aujourd'hui, le travail est venu me chercher. Je ne le dis pas comme un adage, mais le travail il est venu me chercher. Il m'a trouvé dans un état où j'étais en mesure de travailler. Mais quand j'ai commencé à le faire, c'est quand je me suis posé des questions intérieures et j'ai eu des réponses. Je me suis levé, j'ai commencé à faire ce que je faisais, qui n'était pas significatif, qui ne me rapportait pas de l'argent. Mais au bout d'un temps, je les faisais et l'argent a commencé à entrer. Vous affirmez encore dans ce livre que le changement est une nécessité existentielle et morale. Tout est appelé à évoluer et rien ne reste statique. En tout cas, sur cette deuxième partie de la phrase, on est d'accord. Oui. Tout change. La vie, elle est dynamique. Les paramètres évoluent. Mais est-ce que le changement est une nécessité existentielle? Est-ce que dans certaines conditions, il vaut mieux ne pas vouloir le changement? Alors, il vaut mieux ne pas vouloir changer. On ne peut pas vouloir ne pas changer. Tout est appelé à changer comme je l'affirme. Mais maintenant, il y a deux types de changements. On peut changer soit négativement, on peut changer soit positivement. On peut aussi subir un changement ou le souhaiter. Ça veut dire que même si vous ne voulez pas changer, il y a un événement dans votre environnement qui va vous amener à changer. Qui vient vous amener à changer. À une certaine époque, on a connu des épidémies, on connaît des crises, on connaît même des catastrophes naturelles. Donc même si toi tu dis que je ne vais pas changer, cet événement-là va te changer. Comme la Covid a conditionné notre mode de vie. Effectivement. Il y a même le temps. A fait émerger certains métiers. Voilà. Il y a même le temps qui nous soumet au changement. On grandit, on doit évoluer, on vieillit. Ça, c'est un changement. Mais ici, dans les livres, moi, je suis en train de parler de ces changements-là voulus, intentionnels, de ces changements positifs qui nous amènent d'un point A à un point B, un point plus évolué que le point A. C'est ces changements dont je parle. En fait, si on vous comprend ce que vous dites, c'est que au lieu d'attendre de subir le changement, il faut en être acteur. Effectivement. Parce que malheureusement, si le changement vous surprend, on le voit par exemple en politique. Le changement, il surprend des structures qui n'étaient pas préparées. Effectivement. Et tout le monde commence à apprendre sur l'État, à se débrouiller. Et la cacophonie, elle est extraordinaire. C'est ça. Et il y a 3 marches ici à la page 30. Comment apporter le changement?
la vision, la stratégie et l'action. Parlons de la vision. C'est quoi, au fait, selon vous, en tout cas selon que vous le présentez dans ce livre, qui est la première étape pour enclencher le changement? Est-ce faire un rêve, genre se voir quelque part et tout? Est-ce recevoir une prophétie, avoir des idées? C'est quoi en fait la vision de manière assez concrète, telle que vous le présentez dans ce livre? La vision dont je parle ici, c'est pas le rêve ou la prophétie, mais c'est le fait d'essayer de donner une idée tout à fait claire d'où on veut aller, de ce qu'on aimerait devenir, le changement qu'on aimerait devenir. On le voit comment, on se perçoit comment, qu'est-ce qu'on devient. Donc avant de les devenir, déjà, je sais me visualiser, voir que je serai comme ça. C'est alors là que, quand vous avez défini comment vous serez, c'est alors là que vous pouvez définir des stratégies cohérentes pour vous amener. La vision, c'est un peu comme la destination qu'on veut atteindre. Je suis là, j'aimerais arriver à Kinshasa. La vision ici, c'est que je me vois à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Et les étapes qui suivront devraient m'amener à Kinshasa. Sinon, si je n'ai pas de vision, je pourrais prendre un avion qui va m'amener ailleurs, pas là où je suis en train d'aller. Et la deuxième étape, ou le deuxième élément, c'est la stratégie. La stratégie, c'est que comment j'ai fait. Ça, c'est pour que la vision ne soit pas un rêve ou une illusion. C'est comment j'ai fait pour y arriver. J'ai une idée claire. Ok, si je ne me lève pas, ça va rester une illusion. Est-ce qu'il y a un schéma pour avoir une bonne stratégie, ou bien ça dépend du contexte, des éléments en présence? Ou bien il y a des principes qui s'appliquent à tous les domaines de la vie? Les principes qui peuvent s'appliquer à tous les domaines de la vie pour avoir une stratégie, c'est qu'il faudrait d'abord que la vision soit bien définie, qu'elle soit claire. Lorsqu'elle est claire, il y a la cible aussi. Alors, le changement que je vais devenir, que j'aimerais devenir, cible qui? Est-ce un environnement? Est-ce des individus? Mais non, par rapport à cet environnement, par rapport... Ou c'est moi-même la cible? C'est moi-même la cible. Par rapport à moi-même, quels sont les éléments qui entrent, les éléments en présence qui peuvent influencer telle ou telle autre chose dont je devrais tenir compte? C'est des éléments en rapport avec un environnement donné, avec une culture donnée, avec des habitudes. Tout ça me permet de formuler des stratégies qui me permettent d'atteindre la vision. Et ensuite, poser l'action. Ensuite, c'est de poser des actions qui sont juste des petites parties de la stratégie. Alors là, j'ai la grande stratégie, je sais comment je vais le faire, mais comment je vais par des étapes plus concrètes et pratiques pour concrétiser la vision. Alors, vous savez, Mike, le constat, généralement, hein, dans notre communauté en République démocratique du Congo, alors, on vit dans ce pays, on connaît un peu ce qui se passe. Il y a des gens qui ont... Lorsqu'il vous présente sa vision, elle est bien élaborée, lorsqu'il parle de ses stratégies, tout est parfait. Et parfois, c'est au moment de commencer les actions que soit on remet tout à demain, soit on fait des choses à moitié, soit on est frileux, soit on lésine sur les efforts. Et dans ce livre, vous dites, sortez de votre zone de confort. Et en sortant de sa zone de confort, on prend des risques. Cela, on essaye un peu de... Est-ce que se forcer le destin? Est-ce que c'est aussi ça? Sortir de sa zone de confort, se forcer le destin? Non, ici, on ne pousse pas les gens à forcer leur destin, mais on le pousse plutôt à suivre leur destin. Il faudrait dire que le chemin de notre destin n'est pas si facile que ça. Il y a même dans ces mêmes livres un endroit où je parle de la décision du changement. Et j'ai mis 2 points, j'ai dit accepter l'inconfort. Donc ce n'est pas confortable d'aller vers le changement positif. Parce que l'humain, il est créé de sorte que lorsqu'il doit aller sur quelque chose de positif, il y a toujours une pesanteur qui l'attire. Aujourd'hui, si on décrète une loi pour dire toute la population du Congo restera chez elle pendant 30 jours, chaque année, chaque mois, et on commencera à payer. Personne ne voudra partir au travail. Tout le monde acceptera ça. Alors, tout le monde voudrait bien être dans sa zone de confort, mais avoir du résultat. Pourtant, les véritables résultats dont on parle, les véritables changements dont on parle ici, nous demanderaient de sortir de cette zone de confort, chose qui n'est pas facile parce qu'on fera face à des résistances. Dans le même livre, je parle aussi des résistances.
Et j'ai Vous parlé parlez comment est-ce qu'il des faudrait- peurs, des oui. doutes, des Oui. critiques, Oui. procrastination. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Hein, la peur de commencer, la peur du risque. Tout ça, ce sont les facteurs. Et même dans notre contexte, ça, c'est pas une peur, mais c'est aussi une barrière, c'est les ressources. On va se dire, mais on n'a pas de ressources pour commencer. Mais nous connaissons aussi des gens qui commencent avec la seule ressource qu'ils ont, leur intelligence. Et les autres ressources qu'ils ont, la communauté. Et ça leur Donc, réussit. face à ces obstacles, on s'est dit, malgré les obstacles, j'y vais. Effectivement. Parce que je sais où je vais aller et comment je veux le faire, quels que soient les obstacles. Là, c'est le rôle de la vision. La vision, quand on l'a et que c'est clair, ça nous permet des motivations. Ça nous permet, parce que j'ai déjà vu mon avenir, je sais où est-ce que tout ça doit m'amener. Et là, j'utilise tout le moyen à ma disposition pour y arriver. Alors, on va terminer cet entretien. Dans ce livre, il y a beaucoup de référencements qui citent la Bible. Oui. On peut le comprendre, vous êtes chrétien. D'ailleurs, c'est lui qui l'a préfacé, c'est le pasteur Emmanuel Bia, qui est votre pasteur. Oui. Est-ce que dans le processus du changement tel que vous le décrivez dans ce livre, il y a une place que l'on doit accorder à la divinité, au pouvoir suprême? C'est même la première place. C'est même la première place. Nous sommes des produits qui découlent d'un fabricant. Alors, il n'y a pas meilleure personne qui sait l'usage d'un produit qui est son étude, son fabricant. Donc, pour pouvoir commencer tout changement, c'est important de retourner vers son producteur. C'est lui qui est son fabricateur, en quelque sorte, pour questionner, dire pourquoi tu m'as envoyé là, qu'est-ce que je devrais faire. Et si vous lisez dès le début du livre, peut-être même jusqu'à la fin, je parle de ça. Même le potentiel qu'on détient, qu'on a en nous, vient de quelque part. Et il faudrait commencer par là avant d'aborder les autres étapes. On est à la fin. Mike Kasongo. Je vous appelle souvent président Mike, Oui. parce que vous êtes président des Moussungidi. Effectivement. Le changement, c'est d'abord moi, publié aux éditions Charat. S'il y a un message à adresser à un lecteur de ce livre, il serait lequel? En tout cas, c'est des bien lire. Mon livre n'apporte pas une formule magique pour les changements. Mon livre, c'est en même temps une invitation que je vous lance à prendre conscience de la responsabilité que vous avez par rapport au changement personnel qui pourrait nous ramener au changement collectif. C'est en même temps un dialogue que j'ouvre parce que c'est mon tout premier livre. J'ambitionne d'en écrire encore autant. Alors je vous invite en même temps à ces dialogues avec vous-même et aussi avec moi. Ça veut dire que plus tard, vous aurez la possibilité d'échanger aussi avec moi par rapport à ce que vous aurez lu de ces livres, des questions que vous vous posez. Et je serai aussi disposé à vous accompagner. Vous trouverez même à la fin du livre, il y a toute une page qu'on a dédiée au feedback. Vous verrez, il y a des contacts, il y a même un code QR que vous pouvez scanner. Vous trouverez un questionnaire sur ces codes QR. Il y a un questionnaire auquel vous pourrez répondre. J'aimerais dire aussi que je suis coach en leadership, en entrepreneuriat. Ça me permet aussi de vous appuyer dans ces processus, ce qui n'est pas facile. Vous n'allez pas lire les livres et commencer les changements tout de suite. C'est un parcours que vous commencez, mais il faudrait accepter de les commencer. Et ces livres, c'est une invitation, c'est un outil qui vous permet de commencer ces parcours de changement personnel qui nous ramènera au changement collectif et communautaire. Merci, Mike Kasongo. Merci, cher Anselme. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous avons parlé de ce livre. Le changement, c'est d'abord moi. Si je ne change pas, rien ne changera. Je vous le recommande parce qu'il est intéressant, il est profond, il vous parle et vous interpelle. Merci d'avoir regardé ce programme et de continuer de nous soutenir. Abonnez-vous, partagez et commentez. Nous remercions également toutes les équipes qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette émission. James Mouchia, Jonathan Madika, Étoile News. Nous remercions aussi le restaurant Coin d'Or, un cadre parfait qui nous reçoit et qui va encore nous recevoir pour d'autres entrevues. Au revoir et à très bientôt.